justement, donc l'idée aussi, donc parmi les thèmes du petit déjeuner, c'est de se dire, est-ce que la gouvernance qu'on met en place dans la TMA peut influencer un petit peu la satisfaction du business, ou alors, à contrario, est-ce que le type de contrat, le périmètre qu'on confie aux prestataires, l'organisation qu'on souhaite mettre en place, justement par rapport aux différents comités qu'on peut avoir au sein de l'entreprise, et est-ce que finalement tu penses que peut avoir des recommandations sur la gouvernance pour la TMA? Alors la gouvernance, c'est un des éléments clés. Pour moi, la gouvernance de la TMA, il n'y a pas ça doit être votre gouvernance. C'est pas le prestataire qui doit imposer sa solution. C'est clair qu'elle doit être en phase avec la gouvernance, avec la culture de l'entreprise. Bon, néanmoins, pour moi, l'élément clé, c'est qu'une TMA, et donc je l'ai dit précédemment, et puis j'insiste là-dessus, c'est vraiment un ménage à trois. Voilà, c'est vraiment un ménage à trois. On est le leader en tant que DSI, c'est clair. On a le leadership, mais il faut travailler avec le prestataire, avec les métiers. Il faut donner l'accès, et c'est pas François qui va dire l'inverse, il faut donner l'accès aux métiers, aux prestataires, puisque si on veut garder cette satisfaction utilisateur, il est important que le prestataire connaissent le métier de l'entreprise. Il est important qu'ils connaissent les personnes de l'entreprise qui managent ces éléments-là. Pourquoi? Parce que forcément, le fait qu'il y ait un accès direct et qu'il n'y ait pas d'interprétation via le DSI va jouer sur cette certification. Donc il faut garder des comités 2 à 2, il faut pouvoir les engueuler de temps en temps quand même. Le prestataire, ils ne font pas tout très bien. Forcément, de temps en temps, il faut quand même rectifier les choses. On le fait 2 à 2, en bugne à bugne. Par contre, il faut aussi laisser un temps de parole en direct avec les métiers. Donc là, on est un peu plus en retrait. On essaye d'être présent dans ces réunions-là, mais d'être un peu en retrait et d'avoir la possibilité au business d'exprimer son besoin et aux prestataires de bien le comprendre, de bien l'assimiler pour mettre en place la meilleure organisation, la meilleure structure. Donc je pense que c'est un élément clé. Garder dans la gouvernance des temps en tête-à-tête, de gestion, on va dire, plus contractuelle sur ces éléments-là, mais des temps à 3 où, effectivement, il y a une possibilité d'échange. Et c'est là où la satisfaction métier va pouvoir remonter, puisque le métier va voir qu'il est entendu, qu'il est compris, et qu'on répond à son attente. Donc moi, je pense que c'est un élément majeur. Après, le choix organisationnel, le type de contrat que vous allez mettre, à mon avis, c'est lié plus à vos habitudes. Est-ce qu'il faut faire de la régie? Est-ce qu'il faut faire du forfait? Est-ce qu'il faut faire du ticket, etc. J'ai une préférence liée peut-être à la culture de l'entreprise, liée à mon approche, qui fait que vouloir faire une TMA en pur forfait, ça me paraît risqué parce que ça donne un cadre rigide sur une organisation par définition flexible. Donc il faut arriver à trouver le meilleur contrat qui donne un peu de flexibilité tout en donnant un peu de sécurité. Donc nous, on était partis sur une approche qu'on appelle de régie forfaitisée, c'est-à-dire on avait par type de prestation, on savait combien ça nous coûtait, mais on ne savait pas exactement quel volume on aurait. Ça nous donne... parce que par définition, la TMA, c'est basé sur la confiance. Ça, c'est un élément clé. La TMA, c'est basé sur la confiance. Si vous faites un appel d'offres de TMA, il faut avoir une période importante, à mon avis au moins 6 mois, de connaissances réciproques avant d'être en régime stable et d'avoir un contrat plus ficelé. La confiance est un élément clé. Par définition, le prestataire, il bosse à distance, ou vous n'êtes pas derrière lui au jour le jour. Il faut avoir confiance. Sans confiance, vous avez beau mettre du forfait, de la régie ou je ne sais pas quoi, peu importe la solution administrative, si la confiance n'est pas là, le contrat ne peut pas marcher. Donc la confiance, elle ne s'impose pas, on la découvre en travaillant ensemble, donc il faut du temps pour travailler ensemble, et donc je pense que cette période initiale de 6 mois de montée en puissance me paraît indispensable pour arriver à... Et après, le mode organisationnel, bon, il y a des différences, mais je pense que c'est plus lié à vos habitudes contractuelles dans vos entreprises, en sachant qu'il faut garder... Pour moi, ce qui est important, c'est garder cette flexibilité, quel que soit le type de contrat, garder cette flexibilité pour pouvoir jouer en fonction de vos demandes ou en fonction des évolutions de votre application. J'ai une question particulière sur comment fixer le budget d'une TMA. Alors, cette période de 6 mois peut être aussi utile pour effectivement mieux comprendre ces éléments-là. Donc nous, dans l'approche qu'on avait, alors à fur et à mesure de l'expérience, on avait évolué un volume
de bug fixing. Donc tu évolues quand même un volume de dire, statistiquement, il y a toujours un petit problème, X ou Y, un élément ou même un petit problème de performance. Donc on évolue un volume de bug fixing et on avait évolué un volume de maintenance corrective, de maintenance de petites évolutions, on va dire, voilà, de maintenance évolutive simple, indépendamment des projets. Donc on avait ces deux composantes-là et on suivait le budget, en parallèle de ces deux éléments-là, en espérant toujours que la partie bug fixing... La partie bug fixing, l'avantage que ça, c'est qu'on a toujours des possibilités de travailler un peu sur les perfs, de travailler un peu sur ces éléments-là. Donc une approche budgétaire par compartiment, voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. À ton avis, mais qui va définir le budget, par exemple, réservé aux évolutions? Alors, le budget des bug fixing est plutôt défini par la DSI, en fonction de l'expérience qu'on a, en fonction des éléments de volume qu'on a vus. Et le budget des évolutions, c'est un accord avec les métiers. À la fin, le budget, il est quand même d'abord pour les métiers. Donc, il faut que on définit en fonction de ce qu'on a, en fonction de notre gouvernance, on définit avec les métiers un volume et après on met en place un comité. Donc nous on avait mis en place un comité pour définir les priorisations. Donc on a mis en place un système relativement simple, sous une base de données, où on recueillait toutes les demandes à la queue leu et les demandes, donc toutes celles qui étaient d'un petit volume, on les validait tant que c'était dans l'assiette du budget. Même les toutes petites, celles qui étaient de 0,5 à 2 jours, on les validait d'office et François pouvait les développer immédiatement. Et puis celles plus grosses, eh ben, on suivait notre budget et on regardait, celle-là, elle est trop importante, elle n'est pas prioritaire, etc. En accord avec le métier, avec des réunions régulières, avec des discussions régulières avec les métiers. Il y avait aussi un troisième aspect, c'était l'aspect support en fait. Alors, je ne sais pas si c'était le fixing, tu parlais plus. Oui, alors pour moi c'était dans la même, mais tu as raison, il y a un volume de support puisque on a un système de helpdesk on prend tous les tickets et donc les tickets CRM partent chez Shunse. Effectivement, il y a une volumétrie de support et donc dans la propale, c'est aussi séparé. Alors effectivement, pour moi, budgétairement parlant, cette partie est aussi sous contrôle de la DSI et elle est liée à la stabilité de l'application. C'est un truc qui est effectivement assez important au début et puis qui décroît petit à petit au fur et à mesure que nos utilisateurs sont aguerris. Là. Donc je pense que vous en avez un peu moins là maintenant. J'ai encore une question. Oui. Et dans l'organisation que tu as mise en place, par exemple, le métier qui arrive avec une nouvelle demande peut espérer l'avoir livrée sous quelle échéance? François qui va répondre là, mais en fait après ça dépend de la taille de la demande. Parce que quand c'est une toute petite, ça se faisait. On faisait par alors c'est un choix qu'on avait fait par rapport à l'application. On avait une vague mensuelle, donc c'est-à-dire qu'on avait une mise en prod tous les mois qu'on va peut-être mettre, moi je sais pas, Marianne va peut-être mettre trimestriel, mais donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans la vague. Donc si tu tombes plus ou moins bien, le délai il est entre 3 semaines et 1 mois et demi pour une. Tout dépend de la priorité en fait. Voilà, qu'on va mettre. Mais souvent, en 30 jours, soit un mois, en fait, on peut. Alors il y a les bloquantes, hein, on peut aller plus vite. Hein. Mais dans le volume normal, on a défini un lot, d'évolution tous les mois. Puis bon, s'il y a vraiment le pur bug fixing, on le fait bien évidemment immédiatement. Hein. Mais toutes ces évolutions, on les met par lot, ce qui fait qu'une fois par mois. Et en fait, ça a été un peu compliqué à mettre en place. Au début, les métiers étaient même pas très chauds. Hein. Quand on a discuté avec eux, on disait oh là là, mais moi quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Et en fait, dans la logique, il faut faire un peu quand même des tests des évolutions, des tests de non-régression. Et finalement, au bout d'un moment, ça marche bien. Ils sont plutôt contents parce que ça donne un rythme. Ça donne un rythme régulier. Ils savent qu'ils ont 1 ou 2 jours de tests régulièrement et ça évite quand même des mauvaises surprises parce que quand vous mettez au fil de l'eau, c'est un peu ce qu'on fait sur SAP, là on met beaucoup trop au fil de l'eau, ben ça peut déstabiliser l'application puisque bien évidemment quand vous mettez au fil de l'eau, vous ne faites pas de tests de non-régression de manière suffisamment costaud. Donc cette vague mensuelle est bien rentrée dans les mœurs et ça fait que ça se passe bien. Alors effectivement ça génère peut-être un tout petit peu de délai sur des évolutions moins importantes. Mais une fois qu'ils ont bien compris, je pense qu'on rentre dans cette dynamique en disant ils comprennent la logique et même eux, ça permet de s'organiser en fonction puisque les dates sont connues, on les définit en début d'année en fait. Donc c'est comme... Est-ce qu'une approche auprès des utilisateurs en mode justement versionning, voilà, vous avez la version 2.3 qui prendra ces fonctionnalités, sera mise en place, sera mise en production le 17 mars.
c'est quelque chose qui peut les aider à comprendre justement Oui. cette... Alors le problème, c'est qu'ils sont, au début, ils sont quand même pas, ouais, je sais pas pour les vôtres, mais au début, ils sont pas très chauds parce que on reste dans une logique. J'ai besoin de quelque chose, je le veux tout de suite, voilà. Donc, mais une fois qu'ils ont compris, c'est des applications qui sont très très sensibles en termes de perf, en termes en particulier, on avait un service client qui est extrêmement exigeant là-dessus. Donc le service client, par exemple, a été celui qui nous a plutôt aidé sur cette approche versionning par rapport à d'autres services, parce que lui, il comprend que déjà, il n'a pas le temps de tester l'application tout le temps. Donc, quand on met en prod, il faut tester quand même. Donc, si tu testes au fil de l'eau, ben, tu testes un peu tout le temps. Donc, en termes de gestion du temps, c'est un peu compliqué. Donc, ça nécessite un peu de pédagogie et de leur expliquer l'intérêt. Mais une fois qu'ils l'ont compris, je pense qu'ils sont plutôt moteurs. Ouais. En disant, mais voilà, on a défini avant, ils savent le volume en plus, hein, parce que tel qu'on l'a défini, le volume d'évolution est prédéfini. On sait qu'il y a tant de jours hommes dans chaque version et que donc on ne mettra pas plus. Donc on avait même réparti par pays, en sachant voilà, ici, et s'ils avaient plus, bon, soit on faisait appel ponctuellement à des ressources en plus, mais comme il y avait la contrainte budgétaire, ça donnait un volume. Et effectivement, à l'arrivée, on arrive à transformer cette tendance positive avec ce volume régulier, et puis c'est serein, on est dans la sérénité, ça se passe tous les mois, on teste, machin, etc. Ça se passe moins dans l'urgence. Moi je trouve que ça donne de la fluidité très, 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 très agréable. Ouais. Mais ça nécessite de la pédagogie à mon avis. En particulier nos collègues espagnols, ils étaient pas très chauds quand même au début. Donc j'ai essayé de résumer un petit peu ce qu'on a dit à l'instant. Donc en termes de type de contrat, je pense que c'est assez important de le dire, c'est que finalement tout est possible. TMA ne veut pas dire forcément forfait, régie forfaitée, régie ou ticket. Donc ça va plutôt dépendre soit du périmètre qu'on veut confier au prestataire. Typiquement, si on a un périmètre qui est vraiment figé, connu, on sait détailler exactement ce qu'on veut, puisqu'on a un certain historique, c'est vrai qu'un forfait, c'est pas mal. Ça permet de se dire, ça va me coûter tant par mois et j'ai une très bonne visibilité. Par contre, si le périmètre est variable, on peut se dire qu'une régie forfaitée, c'est bien puisqu'on va se donner un cadre. Donc, on a des ABAC qui vont permettre de dire, finalement, si j'ai une évolution ou tel et tel changement, je sais combien ça va me coûter, mais je ne vais pas tout de suite imposer un rythme budgétaire, entre guillemets. Ensuite, on a le cas un petit peu particulier des tickets. Donc ça, c'est une sorte de forfait, mais sur des périmètres beaucoup plus réduits, puisque finalement le ticket, c'est plus connu en support de niveau 1. C'est le modèle qu'on a chez le helpdesk, nous on paye au ticket. Type helpdesk, oui. Donc j'ai un problème, je téléphone, ça crée un ticket, et à côté j'ai une sorte de catalogue de services qui me dit pour tel problème, j'ai une solution avec tel coût. On peut imaginer ce type de prestation pour des TMA, mais sur un périmètre relativement réduit. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour la FNAC. Et enfin, on peut aussi imaginer, lorsque le périmètre est complètement indéfini, quand on va dire, on a des prestataires qui sont plutôt intégrés aux équipes internes, d'avoir des TMA plutôt en régie. Donc finalement, on a un coût qui est lié directement au nombre de jours passés par les ressources externes dans vos équipes. Moi, je reviens un tout petit peu. Moi, je pense qu'on ne peut pas démarrer un contrat au forfait. Il peut être au forfait au bout d'un moment, mais je pense que c'est important de cette période de 6 mois de ne pas être au forfait. Le forfait, on a essayé, nous, avec le prestataire d'avant, le forfait, il faut vraiment bien connaître le mode de fonctionnement. Donc, cette période de 6 premiers mois, il faut garder de la flexibilité. Après, moi, la pure régie, je ne suis pas fanat parce qu'on a vraiment peu de maîtrise des choses et des coûts, mais ça peut être lié à la culture d'entreprise. La régie forfaitée, pour cette période transitoire, est quand même plutôt confortable et plutôt engageante. En plus, il faut quand même engager le prestataire. La régie est moins engageante par définition vis-à-vis du prestataire.